et bienvenue pour ce nouveau 7-8 Week-end, votre émission dédiée à vos sorties et vos loisirs au sommaire. Ce week-end, 30 heures de mobilisation pour le Téléthon 2015. Toutes les communes saint-quentinoises se mobilisent, coup de projecteur sur plusieurs manifestations. L'association Les Chœurs de la Pléiade propose 2 concerts à Trappes et à Maurepas autour des chants de Noël. Nous découvrirons le travail de Francis Tac, photographe yvelinois. Quand il ne photographie pas Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est lors de ses voyages qu'il capture paysages et instants de vie. Ce week-end, c'est le Téléthon, 30 heures de mobilisation autour de l'Association française contre les myopathies, des moments de rassemblement, de fêtes, de défis sportifs. Saint-Quentin-en-Yvelines se mobilise aussi. Pour ce 7-8 Week-end, nous allons particulièrement parler de 2 manifestations avec nos invités. Morgane Goulard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication au Vélodrome National. Françoise de Saldellaire, vous êtes organisatrice événementielle de l'association Skydance. Bonjour. Et Nicolas Thomas, vous êtes responsable communication de l'association Shox, qui est un club de roller et roller hockey à Elancourt. Bonjour. Alors, on va parler du Vélodrome en premier. Morgane Goulard, cette année, pourquoi le Vélodrome participe ? C'est une cause à laquelle on était sensible. On a trouvé ça important de se mobiliser cette année pour le Téléthon. Et donc voilà, pendant ce soir et demain, toute l'après-midi et toute la soirée et cette nuit, tout le monde va pouvoir profiter du Téléthon, se mobiliser ensemble et pour la bonne cause. Vous dites cette nuit, c'est-à-dire que le Vélodrome ne ferme pas ? Non, le Vélodrome ne ferme pas. On a Jean-Michel Richefort qui relève le défi de rouler pendant 24 heures sur la piste. Donc il va faire à peu près 600 km. Et donc du coup, il va commencer ce soir à 18h et il va rouler toute la nuit jusqu'à demain. Justement, Jean-Michel Richefort, William L. est allé à sa rencontre lors d'un entraînement. Il est pistard de l'équipe cycliste Vélizy 78 et on l'écoute. Ce défi consiste à rouler 24 heures et faire le plus grand nombre de kilomètres possible. Voilà, et pour la bonne cause. Moi, je suis un homme de défi. J'ai fait plusieurs défis, des Paris-Brest-Paris, des Paris-Pékin. J'avais déjà fait un 24 heures sur piste à la Cipale en 2009. Et là, dans le cadre de ce vélodrome, qui est une formidable installation sportive, donc ce sera le premier défi d'endurance sur 24 heures, ici même. Morgane Goulard, qui a eu l'idée de ce défi un peu fou quand même ? C'est Jean-Michel. Jean-Michel a eu cette idée qu'il nous a proposée, qu'on a forcément tout de suite acceptée. On trouve que c'est un beau défi pour une belle cause pour laquelle on se mobilise ce week-end. 24 heures sur son vélo, c'est quand même... Il va falloir être derrière lui. C'est ça, ça va pas être facile. Il va y avoir des pistards tout autour de lui qui vont le soutenir, notamment la nuit où ça va être un petit peu plus difficile pour lui. Donc voilà, à chaque fois, il y aura Jean-Michel sur la piste, plus d'autres pistards qui se mobilisent aussi pour le Téléthon, puisque 20 centimes pour un tour de piste. C'est la règle du jeu ce week-end. Il y en a qui sont déjà inscrits de pistards, vous savez à peu près combien vont être présents ? Pour la nuit, tout le monde est inscrit, et d'ailleurs pour le reste du week-end, il reste encore quelques places, mais la majorité des créneaux de pistes sont pleins. Donc c'est un défi qui attire ? C'est un défi qui attire et on sent une vraie mobilisation dans le monde des pistards. Ils ont envie de soutenir Jean-Michel, ils ont envie d'être là pour lui. Il y en a qui vont rouler de 2h30 du matin à 3h30 du matin. Donc, Il n'y a pas que le défi, ce défi-là, c'est le fil rouge. Il y a beaucoup d'autres activités avec de nombreuses associations et des acteurs du territoire. C'était l'idée de rassembler aussi ? Oui, tout à fait. L'objectif, c'est de rassembler, de fédérer autour de cet événement toutes les associations du territoire et pas que. Il y a aussi des associations de Paris. Mais oui, vraiment de mobiliser toutes les associations du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc on aura de la danse, du chant, de la musique, du théâtre avec des clips théâtre et de la danse donc avec la soirée Solidance ce soir. Et justement, Solidance, c'est l'association Skydance qui est à l'origine de la soirée, en partenariat avec Art Magic, Illicit Dance et Black Bomber. C'est quoi l'idée de Solidance ? Alors c'est la 2e édition de Solidance. L'année dernière, nous avons déjà proposé cette soirée. C'est l'idée de regrouper des danseurs qui ne se voient que rarement, qui ont pourtant le même plaisir du mouvement, mais qui dansent soit de la street dance, soit du hip-hop, soit de la valse, du tango, du rock, du West Coast. Et c'est de faire se rencontrer tous ces danseurs, les faire découvrir les danses des uns et des autres. Voilà, donc tous les rythmes dans une soirée riche, festive, gaie, ludique et au profit du Téléthon. C'est faire rencontrer les danseurs et les amateurs, les spectateurs aussi. Tout à fait, tout à fait. Mais en grande partie, ce sont des danseurs, puisque toute la soirée se dérouleront des ateliers de sensibilisation, des shows à regarder, mais qui seront assez courts, et des temps de danse libre. Donc c'est vraiment
une soirée de grande participation. Ce n'est pas une soirée spectacle. Le spectacle, il aura lieu le lendemain avec San Severino. Nous, c'est une soirée où tout le monde va pouvoir vivre des moments de partage gais, festifs et dansants. Vous le disiez, c'est la 2e édition. L'an dernier, ça avait bien fonctionné. Alors, l'année dernière, ça avait très bien fonctionné. Nous avions été accueillis à la ferme du Manet à Montigny. Et cette année, donc, le Vélodrome cherchait un événement qui pouvait être intéressant dans ces lieux. Et nous sommes très contents, nous, associations, d'entrer dans le Vélodrome et d'investir ces lieux qui sont les lieux de notre territoire. Donc, c'est très intéressant pour nous. Lieu du territoire, puis souvent le Vélodrome, on en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de compétitions sportives cette année, championnat du monde. Tout à fait. L'objectif, c'était aussi de montrer que le Vélodrome, on l'a vu il y a quelques semaines, pouvait faire autre chose que du vélo avec du judo, mais peut aussi faire beaucoup de culturel et accueillir sur son aire centrale de la danse, du chant. Et là, ce week-end, ça va être vraiment l'occasion de le prouver. Et donc voilà, le but, oui, c'est de faire un événement aussi culturel pour pouvoir montrer cette dimension du Vélodrome. On peut dire que vous avez même presque conclu en beauté avec San Severino. Voilà. Pourquoi cet artiste? Est-ce que ça vient de lui? Ça vient du Vélodrome? San Severino était venu au championnat du monde en février. Et c'est vrai que c'est un fan de vélo, donc ça nous paraissait assez logique de l'inviter à faire cette prestation. Et il a tout de suite accepté de se mobiliser pour le Téléthon. Donc c'est avec plaisir qu'on le reçoit. Ça fait une belle affiche pour ces 2 jours de manifestation. Tout à fait. Le Téléthon, c'est pas seulement ce week-end, il y a des manifestations qui courent toute l'année. Et la semaine prochaine, c'est un disco roller qui est à Elancourt avec les Shox. Nicolas Tamon, vous pouvez un peu me parler de cette manifestation? Oui, donc il s'agit d'un disco roller. C'est un principe assez simple. C'est le principe d'une patinoire, mais sur des rollers. Donc on patine tous ensemble sur un fond musical avec un certain nombre d'animations tout au long de la journée, de type course, etc. Et c'est ouvert à tous les niveaux. Et à tous les âges, on a vraiment de tous les âges, et donc on a vraiment un événement familial autour de ça. C'est l'intérêt aussi du Téléthon, là on le voit, on a tous les enfants, c'est de rassembler beaucoup de monde autour de diverses activités. Oui, tout à fait. Oui. Oui, là on a eu l'année dernière de l'ordre de 130 à 140 entrées, un don qui dépassait les 600 €. Et ça fait la 5e année donc on fait cette manifestation à Elancourt. Et d'année en année, on a de plus en plus de monde. Beaucoup de gens qui sont pas forcément du club, des amis ou même des gens qui ont simplement eu connaissance de la manifestation par la presse, par nos campagnes d'affichage. Et donc voilà, donc ça marche plutôt bien. C'est aussi l'intérêt, un événement familial autour du Téléthon? C'est sûr que le Téléthon, c'est axé sur les enfants d'une façon générale et sur les maladies. Alors nous, c'est vrai qu'on ne met pas forcément en lumière la maladie vis-à-vis de cette manifestation, mais le fait d'avoir un événement familial, ça correspond vraiment à l'esprit du Téléthon, je pense, tout à fait. Vous parlez de la maladie, est-ce que dans vos manifestations, il y a quand même cet apport, cette information? Vous vous basez sur le sport et la convivialité? Bien sûr, en tout cas là au Vélodrome, on est tous conscients de la cause du Téléthon et ce sera forcément un petit peu expliqué et on en parlera bien sûr. Après, l'objectif c'est aussi de se réunir autour des valeurs du sport et voilà, de pouvoir se mobiliser ensemble. À Solidance, il y a des ateliers de l'initiation à la danse, aux Shox, au disco roller. Il y aura quand même un entourage pour apprendre pour les plus jeunes qui ne sauraient pas en faire? Oui, on a 2 entraîneurs diplômés au niveau de notre structure qui dispensent les cours au fur et à mesure de l'année. Et on a un certain nombre de gens qui sont très expérimentés de par la pratique même du club du roller hockey et du roller d'une façon générale. On a des gens qui sont très très expérimentés et qui sont toujours là pour aider les débutants, pour leur donner les bons conseils. Et on voit à chaque manifestation de ce type des enfants venir avec des patins très basiques qu'on voit acheter éventuellement le jour même et qui viennent s'essayer. Et tout l'avantage de cette manifestation, c'est qu'on peut exercer en sécurité, puisqu'on est dans un milieu vraiment couvert, on est dans un gymnase, avec des balustrades de hockey tout autour, donc on peut vraiment s'accrocher comme on veut.
Et donc, c'est de la découverte. Ouais, C'est de tout à fait. s'amuser tout en découvrant des sports, des danses, des artistes qu'on ne connaissait Exactement. Et avec vraiment l'aspect sécurité, puisqu'on n'est pas sur un parking avec des voitures tout autour. pas. Et on le rappellera, tous les bénéfices récoltés sont reversés à l'AFM Téléthon. Je vous remercie tous les trois d'être venus sur ce plateau. Alors, le Vélodrome ouvre ses portes vendredi 4 décembre dès 17h et jusqu'au samedi 5 décembre à 23h. Vous pouvez encore réserver sur le site de la structure ou vous rendre directement sur place. Le disco roller des Chocs, c'est le dimanche 13 décembre de 14h à 18h au gymnase Chastanier-Delancourt. Avis aux amateurs. Du côté de Manille-les-Hameaux, l'association Objectif Téléthon Manicois vous embarque du côté des Caraïbes et de ses pirates pour des baptêmes de poney, des défis sportifs ou encore un loto. Et un dernier rendez-vous sur ce sujet, la ville de Plaisir organise un flash mob dans le parc du château à 21h15 le vendredi soir. Pour ceux qui souhaiteraient y participer en dansant, la chorégraphie est à découvrir et à apprendre sur le site de la ville. Et pour découvrir les animations que proposent les autres communes saint-quentinoises, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet. On poursuit ce 7-8 week-end avec nos nouveaux invités. Nous parlerons tout à l'heure du travail de Francis Stark. C'est un photographe yvelinois. Claude Chose, le président de l'Union régionale photographique, nous présentera son travail. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Mais avant cela, on va parler de musique puisque l'association Les Chœurs de la Pléiade propose 2 concerts autour des chants de Noël. Anne Graal, bonjour, vous êtes présidente de l'association. Bonjour, oui, Et vous êtes accompagnée de Bernard Lancel qui est le vice-président et vous êtes tous les deux choristes de l'association. Oui. Alors, vous chantez le dimanche 6 décembre à Trappes et le lundi 7 à Morpas. Que va pouvoir écouter votre public? Anne Graal? Oui, alors nous avons un programme de Noël relativement varié puisque nous allons commencer par une messe de Marc-Antoine Charpentier, donc c'est de l'époque baroque, c'est du classique. Et nous allons continuer avec des chants de différents pays du monde. Et ensuite, nous allons chanter des chants traditionnels français. Et disons que l'ensemble des concerts seront sous le signe de la paix, de l'amitié, de la fraternité. Je crois que ça fera chaud au cœur par les temps qui courent. Oui, c'est lié de Noël avec la fraternité. Voilà, c'est le message de Noël de toute façon. Donc, Et vous travaillez ces 2 concerts depuis longtemps? Depuis la rentrée, depuis septembre. Donc voilà, avec notre nouvelle chef de chœur. Et justement, une nouvelle chef de chœur, Bernard Lancel, ça a changé complètement votre capacité, votre manière de travailler? Ça n'a pas changé notre capacité, je pense, ça a changé notre manière de travailler. Notre précédent chef de chœur était un amateur et on travaillait d'une manière très, je dirais, organisée différemment. On commençait par apprendre la partition et lorsqu'on savait bien la partition, on s'intéressait aux aspects plus artistiques, plus musicaux, l'expression, etc. Avec Gabriella, qui est une professionnelle, en fait, on fait progresser de front les 2 aspects. On travaille en même temps l'apprentissage de la partition et l'expression. Gabriella est une professionnelle, elle a travaillé dans beaucoup de pays du monde, elle a travaillé en Inde, elle a travaillé en Chine, au Maroc. Elle nous apporte donc un petit peu une ouverture sur le monde. On le verra dans ce programme puisque on va chanter un cantique hindou. On va chanter un Noël Caraïbe. Voilà. Donc il y en aura pour tous les goûts. Et puis, donc, elle a une façon différente de travailler. Bon, c'est peut-être un peu tôt pour porter un jugement, puisque là, ça ne fait qu'un trimestre que nous travaillons avec elle, que ce programme est, je dirais, relativement facile par rapport à des choses que nous avons pu faire dans le passé. Donc, c'est peut-être un sujet dont on pourra reparler dans quelques mois. Et alors, vous travaillez depuis plusieurs mois ces œuvres. Comment vous les avez choisies? C'est un coup de cœur du chœur, de la chef de chœur, comment ça se... C'est une discussion effectivement entre le bureau et la chef qui a proposé des œuvres, qui a proposé des scénarios. Nous aussi on a proposé des choses et in fine le programme est un mix de ces différentes propositions, voilà, d'anciens, de modernes. Voilà.
Ancien, moderne, très éclectique, ça Ah oui. s'adresse à un public averti ou ça peut être familial, à un moment de se retrouver ensemble? C'est très familial, c'est d'autant plus familial que lors du concert de Trappes, on va chanter avec la maîtrise de Trappes. D'ailleurs, c'est un concert qui est soutenu par la PMSQ. Et donc, la cible première de ce concert, c'est les familles, quelque part. Donc, et puis, nous avons vraiment voulu faire des concerts de Noël qui soient pour tout le monde. Il n'y a vraiment aucun prérequis de type connaissance de tel ou tel compositeur ou tel ou tel style. Pas du tout, c'est vraiment pour tout le monde. Et travailler avec la maîtrise de Trappes, ça a demandé un travail en plus particulier ou finalement tout s'est bien passé? Non, en fait, non. En fait, chacun travaille de son côté jusqu'à la répétition générale. Et là, on a un travail de mise en commun qui se fait, mais je dirais tout le travail de chaque partie a été fait au préalable. Et ce qu'on a à faire à la fin, c'est juste une mise en commun, vérifier que tout se passe bien quand on met les deux groupes ensemble. Voilà. Et vous êtes prêts là? Vous êtes prêts à chanter? Tout est au point? Il y a encore quelques répétitions? Non, on est prêt. Il y aura une dernière répétition, mais qui est vraiment pour voir comment ça se passe in situ avant le concert, donc en début d'après-midi dimanche. Mais non, on est au point. Voilà. On parle beaucoup de chant. Vous allez être accompagné ou tout est chanté a cappella? Non, il y a certains chants qui sont a cappella, mais pour d'autres, nous serons accompagnés par Marwan Ben Daoud, je crois, Ben Abdallah, pardon, il s'appelle, oui. Qui est pianiste concertiste. Et nous avons également une soprano, une soliste soprano, qui est également une professionnelle, puisque Marwan est un professionnel, et qui s'appelle Cataline Vamosi. Voilà. Mais donc, ça sera un accompagnement tout à fait léger, quelque part. Et vous chantez dans des lieux adaptés. Il y a l'auditorium de Trappes, l'église de Maurepas. Le lieu, on le choisit en fonction des œuvres aussi? Alors, oui et non. On le choisit en fonction des œuvres, mais aussi en fonction des opportunités. Ce sont par des contacts entre les directeurs de salle et nous, entre les curés des paroisses et nous. C'est certain qu'on essaye de privilégier des salles qui sont accordées au répertoire, mais en l'occurrence, comme ce répertoire est extrêmement varié, la question ne se posait pas de cette façon. Ceci étant, c'est sûr que les deux concerts seront différents, en ce que d'une part, le dimanche, il y aura les enfants de la maîtrise, le lundi, il n'y les aura pas, mais c'est certain que l'acoustique du conservatoire de Trappes et celle de l'église Notre-Dame de Maurepas ne sont pas la même, donc les œuvres ne seront pas interprétées de la même façon. De là à dire que venez aux deux concerts, vous ne perdrez pas votre temps, il n'y a qu'un pas. Merci. L'entrée est libre. Voilà. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de vos concerts. Donc, c'est le dimanche 6 décembre à 16h30 à l'auditorium de Trappes et le lundi 7 décembre à 20h30 à l'église Notre-Dame de Maurepas. Un bon moyen de s'imprégner déjà des fêtes de fin d'année. On passe maintenant à nos deux derniers invités. Alors, je ne sais pas si vous aimez la photographie, mais aujourd'hui, on va découvrir le travail de Francis Tac, un photographe installé à Buc. Et c'est Claude Chose, le président de l'Union régionale, qui nous le fait découvrir. Bonjour à tous les deux. Bonjour Mélanie. Claude Chose, premier mot, pourquoi avoir choisi le travail de Francis Tac ? Bien, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, la plupart de vos téléspectateurs qui vous regardent font des photos de voyage, de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, des photos de vacances, mais parlons de la photo de voyage, que le voyage soit en France ou à l'étranger. Et je connais Francis depuis plusieurs années, donc on pratique la photo parfois ensemble. Il a un style de photo qui... Francis est un homme qui voyage énormément. Il a voyagé, je ne sais pas, son passeport doit ressembler à un carnet de timbre. Il doit avoir pratiquement tous les pays sur son passeport. Et j'ai pensé que c'était quelque chose qui pourrait intéresser, si vous voulez, vos téléspectateurs, parce que Francis a ce regard sur la photographie, toujours très perfectionniste. Alors, ce qu'il faut savoir, je crois que nous en avons parlé lorsqu'on a préparé cette émission, c'est que Francis aime le rouge.
c'est un fan de la couleur rouge. Il a fait beaucoup de photos dans ce style-là. Et puis la dernière trouvaille de Francis, que l'on verra aussi à travers les photos qu'on va vous montrer. Francis, sa dernière lubie, ça a été de passer son brevet de pilote de parapente à moteur pour pouvoir nous montrer la France, notre terre, je vais dire, puisque nous sommes en pleine conférence COP21, notre terre, si vous voulez, avec son regard de photographe, mais vu de à peu près 200 mètres de haut, Francis, quelque chose comme ça. Donc voilà, il prend beaucoup de risques pour faire ses photos, et puis on finira peut-être avec les photos sur Saint-Quentin en Yvelines, puisque Francis a édité 2 livres sur Saint-Quentin en Yvelines, le premier en 1985, je crois, 93, et le deuxième 20 ans après, en 2013. Et d'ailleurs, il y avait une réception donc, à l'UGC de Saint-Quentin en Yvelines pour présenter son dernier livre. Là, voilà. On a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de voyages, on a parlé de Saint-Quentin. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur les voyages. On va aller voir à l'écran, vous avez fait beaucoup de photos, et notamment, vous en prenez de hauteur. Francis, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous attire pour prendre les photos? Dès l'âge de 18-19 ans, j'étais parti en autostop autour du monde. Et ma passion de la photographie a démarré en même temps. Il y a de ça une vingtaine d'années, j'ai eu l'idée de faire des livres sur les déserts. Et en 2002 est sorti le premier livre qui s'appelait Dune, qui a été publié en plusieurs langues et qui montrait un petit peu le panorama global des sables dans le monde. Donc j'ai été amené à voyager encore plus, si vous voulez, avec un objectif d'aller photographier toutes les dunes de sable dans tous les pays du monde. Il s'avère que, on le voit dans un film comme Le Patient anglais, que le survol des dunes montre des images extraordinaires. Or, à travers tous ces pays que j'ai pu faire, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique, il est difficile de survoler les dunes, puisque par définition, dans un désert, il n'y a pas de prestations locales, il n'y a pas d'instruments techniques qui permettent de le faire. Donc en dehors de la Namibie, où on peut trouver aisément des avions, je m'étais dit, il faut que je trouve un moyen de survoler les dunes, notamment en Algérie. Alors pour tout vous dire, ça fait maintenant quelques années que je suis en mesure de le faire, sauf en Algérie, mais je pense que je vais pallier à ce sort difficile, puisque je pars en Algérie dans seulement 10 jours, et j'imagine que vous allez pouvoir, le Grand Erg occidental n'aura plus de secret pour moi vu des airs. Mais vous faites vos voyages en ayant déjà l'idée de vos photos, ou vous voyagez et inversement, vous prenez vos photos sur l'instant? Enfin, il y a deux choses. En l'occurrence, j'aime le voyage et j'aime la photographie. Donc, par définition, en voyage, j'aime la photographie des gens, j'aime la photographie de paysages. Donc, je suis naturellement imprégné parce que je vois ce que je visite. Mais lorsqu'on a une idée et lorsqu'on a un sujet, si vous voulez, en l'occurrence, là, j'ai un nouveau sujet sur le désert, je suis plus motivé que jamais. Et comme Claude expliquait que je faisais donc du paramoteur depuis quelques années pour survoler ces dunes. Il faut savoir que j'étais cet été en Chine, en avril j'étais en Iran, en janvier j'étais en Mauritanie, il y a un mois j'étais en Tunisie, et là je pars en Algérie. Et tout ça par passion, si vous voulez, pour aller au bout du sujet. Il y a beaucoup de voyages, mais Claude Chose le disait tout à l'heure, il y a aussi Saint-Quentin en Yvelines. Le regard de Francis Tack sur Saint-Quentin, c'est ça qui vous attire dans son travail? Mais c'est ça, oui, puisque moi j'ai habité Saint-Quentin en Yvelines donc pendant très longtemps. Francis a eu une évolution intéressante sur son travail sur Saint-Quentin en Yvelines, puisque en 93, donc c'était différent de ce que c'est aujourd'hui. Et il a d'ailleurs édité 2 livres, donc qui sont absolument, qui sont le reflet de ce patchwork de villages, si vous voulez, qui ont grandi, qui sont devenus Saint-Quentin en Yvelines. Et moi, j'invite les gens donc à aller à l'office de tourisme ou au pavé du canal, où ils pourront trouver, si vous voulez, les livres de Francis. Donc, dans ces photos de Saint-Quentin, qu'est-ce qui vous plaît? C'est la technicité ou c'est le regard? Non, là, si vous voulez, comme je l'ai déjà dit, si vous voulez, c'est pas la technique qui aujourd'hui nous importe, si vous voulez. C'est le regard que Francis porte sur Saint-Quentin en Yvelines. Parce qu'aujourd'hui, la technique, tout le monde, avec les appareils modernes, est capable de faire des photos, je dirais, correctes.
Ce qu'il faut, c'est maintenant, c'est le regard, c'est l'émotion, c'est la sensibilité, si vous voulez, c'est l'amour qu'on peut faire à travers, que l'on ressent envers ces paysages qui sont intéressants à montrer. Donc voilà. Là, si vous voulez, les anneaux, c'est la porte de la lumière, je crois qu'il a montré sur cette couverture. Qui n'est pas loin du Vélodrome. Et qui n'est pas loin du Vélodrome, si vous voulez. Et quand on cherche d'ailleurs sur Saint-Quentin-en-Yvelines, on s'aperçoit qu'on peut faire de très très belles images. Et d'ailleurs, les concours que nous faisons avec vous, d'ailleurs, Mélanie, nous montrent que les gens ont quand même un regard sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Saint-Quentin-en-Yvelines, Francis Tax, c'est un lieu privilégié pour faire la photo. Il y a beaucoup de choses différentes à aller voir. Ça a démarré en fait par la vallée de la Bièvre. Et avec Jacques de Givry, on a édité 2 livres sur la vallée de la Bièvre. Donc c'était un peu pour privilégier notre environnement vert. De toute manière, ici, nous sommes à 2 pas du parc de la Bièvre, puisque les sources de la Bièvre sont situées sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Et peu de temps après, donc, j'ai eu l'opportunité de continuer ces espaces par le premier livre en 93 sur Saint-Quentin. Et l'Office de tourisme, il y a de ça 2 ans, souhaitait rééditer un nouvel ouvrage sur le sujet avec une nouvelle iconographie. Alors j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le coin et notamment à Voisins-le-Bretonneux. Donc il est vrai que on y passe par habitude, mais on voit pas forcément, si vous voulez, une évolution majeure au fur et à mesure des jours et des mois qui passent. Là, depuis le début, on parle beaucoup en général, mais j'aimerais que vous me décriviez une des photos. J'en avais vu une qui avait été prise à Saint-Quentin dans le parc, justement, qui est juste derrière notre chaîne. On va la voir apparaître à l'écran et j'aimerais que vous nous la décriviez. Comment vous l'avez prise? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette photo? Effectivement, là, c'est le printemps à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il s'avère que les arbres colorés, si on a la chance d'avoir un peu de lumière, ne fleurissent qu'une dizaine de jours par an. Donc il faut non seulement le décor, l'endroit, en l'occurrence, là c'est le parc de la Bièvre avec le labyrinthe, et on aperçoit la bibliothèque et l'université derrière. Et évidemment, c'est de la photo un peu humaniste avec le couple allongé sous l'arbre. En l'occurrence, bon, c'est certain que c'est pas moi qui les ai fait poser, ils y étaient. Bon, le moment est magique, mais c'est un peu le secret de la photographie en général, c'est-à-dire que si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Et dès le moment où on est attiré par le monde qui nous environne, on finit par trouver des choses extraordinaires. Merci à tous les deux d'être venus présenter votre travail, Francis Tack. Peut-être que ça a donné des envies à nos téléspectateurs. Vous pouvez d'ailleurs toujours participer à notre concours photo. Ce mois-ci, le thème est bien sûr d'actualité puisqu'il s'agit de capturer les lumières de fête. Merci encore à tout le monde d'être venu ici. Dépôt des photos donc, pour ce concours qui seront présentés le 18 décembre, dépôt des photos avant le lundi 11 décembre, de façon que, si vous voulez, on puisse faire le tri parmi toutes les photos que nous allons recevoir. Et il y aura un prix qui sera donné aux vainqueurs de 50 € donné par la société Fuji. Voilà, tout est dit. Donc le 7-8 week-end est terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. La semaine prochaine, c'est Michael Almidoro qui vous présentera des idées sortir et loisirs. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.